J'ai appelé ma famille pour dire que j'avais un cancer du sein. Maman a dit, nous sommes en pleine fête prénuptiale de ta cousine. J'ai fait ma chimio seule. Quelques jours plus tard, ils sont venus me demander si je pouvais toujours me porter garante pour le préauto de ma sœur. Mon fils de 6 ans est sorti en tenant un mot du médecin et a dit, maman a dit de vous montrer ça si jamais vous demandez de l'argent. Leurs sourires se sont figés en le lisant. Quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'avais un cancer, elle a dit, nous sommes en pleine fête prénuptiale de ta cousine, est-ce que ça peut attendre? Je pouvais entendre des verres de champagne teintés derrière elle alors que j'étais assise dans ma voiture garée devant la clinique d'oncologie, serrant un bout de papier qui indiquait un cancer du sein de stade 2. 2 jours plus tard, ma sœur Ivy a appelé, peux-tu te porter garante pour mon préauto? Je ne peux pas être approuvée sans toi. Pas une seule visite, pas une seule offre d'aide avec mon fils de 6 ans, mais soudainement j'étais de nouveau utile parce qu'ils avaient besoin de mon nom sur quelque chose. Puis est venu le jour où ils se sont tous présentés, souriant, prétendant que tout allait bien. C'est alors que mon fils Lucas a discrètement tendu à ma mère un mot du médecin plié. Maman a dit de te montrer ça si quelqu'un demandait de l'argent, a-t-il dit. À la seconde où ils l'ont lu, leurs sourires ont disparu. Je m'appelle Zara Miles, j'ai 32 ans, je suis infirmière à plein temps et mère d'un garçon de 6 ans nommé Lucas. Je vis à Cleveland dans un appartement de 2 chambres qui sent légèrement la lavande et le lysol, selon le jour. Ce n'est pas luxueux, mais c'est à nous, et dans cet espace, j'ai construit une vie autour de la constance, de l'amour et de la routine. Chaque matin commence de la même manière, je suis debout à 5h30, préparant un déjeuner que Lucas ne finira probablement pas et sortant une tenue propre pendant que je repasse ma blouse. À 6h30, j'ai coiffé ses cheveux, répondu à au moins 3 questions sur le système solaire et lui ai rappelé 2 fois de se brosser les dents. Ensuite, je le dépose à l'école, je me rends à l'hôpital et je commence 12 heures à gérer le chaos avec un visage calme. Être infirmière vous apprend à prioriser, à trier non seulement les patients, mais aussi les émotions. Vous apprenez à mettre votre douleur de côté pour plus tard, à sourire quand vous êtes fatigué, à réconforter des étrangers pendant que votre propre vie attend tranquillement au bas de la liste. C'est comme ça que je vivais, efficace, fiable, émotionnellement organisé. Je ne me plaignais pas, ni quand les factures s'accumulaient, ni quand le père de Lucas a disparu de nos vies avant son 2e anniversaire, ni même quand j'ai dû choisir entre faire réviser ma voiture ou renouveler son ordonnance pour l'asthme. Je me débrouillais. Je me suis toujours débrouillé. Si vous demandiez à ma famille, ils diraient que je suis la forte, celle qui a sa vie en main. La vérité, c'est que je n'étais pas forte parce que je le voulais, j'étais forte parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Ma mère, Caroline, est le genre de femme qui garde les photos de famille parfaitement alignées sur sa cheminée mais ne se souvient pas de la dernière fois qu'elle m'a serré dans ses bras. Elle se soucie profondément des apparences, son amour est ordonné et conditionnel. C'était une mère au foyer qui croyait à la discipline, à l'image et au silence lorsque les choses devenaient inconfortables. Mon père, Reed, vit dans son ombre. Il est gentil, silencieux, le genre d'homme qui propose de réparer votre évier au lieu de vous demander comment va votre cœur. En grandissant, il était là physiquement, mais émotionnellement, il s'en remettait à ma mère pour tout. Et puis il y a Ivy, ma sœur cadette. Ivy est belle, impulsive et magnétique. C'est le genre de personne qui sait comment charmer une pièce, puis demander discrètement de l'argent dans le couloir. Elle a abandonné le collège communautaire, a essayé 3 carrières différentes en 4 ans et a quand même réussi à atterrir dans un nouvel appartement chaque fois qu'elle manquait d'argent. Devinez qui l'a aidé à obtenir ces baux? Moi. J'ai sorti Ivy de toutes sortes de situations, des contraventions de stationnement impayées aux coupures d'électricité. Mes parents appelaient ça « aider ta sœur », mais j'ai commencé à réaliser que c'était toujours une transaction à sens unique. Quand j'avais besoin de soutien pendant mes études d'infirmière, avec un nouveau-né, personne n'a proposé de garder les enfants. Quand je faisais des gardes doubles et que je m'endormais assise, ils me disaient que je devais mieux gérer mon temps. Pourtant, je continuais à me présenter, anniversaire, vacances, urgences. J'étais la fille fiable, la sœur sur qui on pouvait compter, celle qui se souvenait des rendez-vous de tout le monde, achetait des cadeaux de dernière minute et conduisait 3 heures sous la neige pour assister à une fête prénatale pour laquelle personne ne m'a même remercié. Lucas est devenu ma raison de tout. Il m'apportait de la joie d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Il n'attendait pas la perfection, il voulait juste que je sois présente. Son amour était simple et plein, et il n'a jamais eu à gagner le mien. Le jour où j'ai trouvé la grosseur dans mon sein gauche, j'étais sous la douche, me préparant pour le travail.
Elle semblait petite, ferme, étrangère. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, peut-être un kyste, peut-être le stress, mais je savais mieux. J'ai pris rendez-vous pour un examen pendant ma pause déjeuner et n'en ai parlé à personne. Non pas parce que j'avais peur du diagnostic, j'avais peur du silence qui pourrait suivre. Quand l'appel est venu confirmant que c'était un cancer, je n'ai pas pleuré. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé Lucas colorier à la table de la cuisine et je me suis dit que je trouverais une solution. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 15 minutes avant de composer le numéro de ma mère. Je voulais entendre sa voix, sentir que quelqu'un me soutenait. Mais quand elle a décroché, son ton était pressé. « Nous sommes en pleine fête prénuptiale de Molina », a-t-elle dit. « Est-ce que ça peut attendre ?» Je ne lui ai pas dit. J'ai juste dit « Bien sûr » et j'ai raccroché. J'ai su à ce moment-là que je ne rappellerai pas. Pas ce soir-là. Peut-être jamais. Après avoir raccroché avec ma mère, je suis resté assise dans ma voiture, la ceinture de sécurité toujours bouclée, et j'ai regardé la rue. J'ai regardé les gens passer avec des sacs de courses et des tasses de café, continuant leur vie normale alors que la mienne venait de basculer dans quelque chose d'inconnaissable. Ce n'était pas seulement le mot « cancer » qui me hantait, c'était la prise de conscience que je n'avais personne à qui le dire, personne pour s'asseoir à côté de moi, personne qui voyait la tempête arriver. Le lendemain, je suis allé travailler. J'ai gardé ma routine. J'ai préparé le petit déjeuner pour Lucas. J'ai préparé son déjeuner. Je l'ai serré 2 fois dans mes bras avant qu'il n'entre dans sa classe. À l'hôpital, j'ai vérifié les signes vitaux, rassuré les patients, pris des notes et souri lorsque le superviseur de garde est passé. Non pas parce que j'allais bien, mais parce que je ne savais pas comment faire autrement. Ce soir-là, après que Lucas se soit endormi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher des plans de traitement. L'écran brillait de mots comme « invasif »,« chimiothérapie »,« radiothérapie » et « taux de survie ». Je n'ai pas pleuré. J'ai fait une liste, médecin à appeler, jours que je pouvais prendre, à qui je pourrais demander de l'aide. Mais cette dernière colonne est restée vide. J'ai essayé d'appeler mon père. Il a répondu, mais je pouvais entendre la télévision en arrière-plan et l'hésitation silencieuse familière dans sa voix. « Salut papa, je fais face à quelque chose. On peut parler ?» Il y a eu une pause. « Ce n'est pas le meilleur moment, ma chérie. Le match des Browns vient de commencer. Je peux te rappeler après. » Je lui ai dit que c'était bon et j'ai raccroché. Au cours des jours suivants, j'ai eu ma première consultation en oncologie, un scanner et des analyses de sang, seul. Chaque formulaire que je remplissais demandait un contact d'urgence. J'ai mis le nom d'une collègue, Renée, que je connaissais à peine mais qui m'avait une fois apporté de la soupe quand j'avais la grippe. Voilà à quel point la barre était tombée bas. J'ai commencé la chimio la semaine suivante. L'infirmière a inséré la perfusion et a souri doucement. « Avez-vous quelqu'un qui vous attend dans le hall ?» J'ai secoué la tête. Elle m'a regardé plus longuement, puis s'est détournée pour régler la machine. Mon corps a changé plus vite que je ne m'y attendais. J'avais des nausées, des vertiges et j'étais épuisé d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. J'ai perdu l'appétit. Mes cheveux ont commencé à tomber par touffes, alors je les ai rasés avant que Lucas ne puisse voir le pire. Quand il a demandé pourquoi, je lui ai dit que cela faisait partie du médicament, et il a hoché la tête avec un petit visage sérieux, comme s'il comprenait plus que je ne le voulais. Ce week-end-là, mon téléphone a sonné. Ivy. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis Pâques. Salut, alors c'est un peu au hasard, mais j'essaie d'avoir une voiture et mon crédit est nul. J'ai besoin d'un garant, juste pour les papiers. J'étais assise sur le canapé avec une poche de glace sur le cou, essayant de ne pas vomir. Maman t'a dit ce qui se passe. Il y a eu une pause. Non, quoi? J'ai un cancer. J'ai commencé la chimio la semaine dernière. Ivy a expiré comme si je venais de lui dire que j'avais perdu mes clés. Oh, waouh, ça craint. Mais tu ne vas pas mourir, hein? Tu iras bien? Je ne sais pas encore. D'accord, mais Jean, tu peux toujours te porter garant ou c'est un mauvais moment. Les mots étaient réels. Je les ai entendus. Je ne pouvais tout simplement pas croire qu'ils sortaient de sa bouche. Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché. Le lendemain matin, j'ai trouvé Lucas assis à table, tenant un crayon et écrivant quelque chose sur un morceau de papier plié. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a dit « Je fais quelque chose pour t'aider. »
Je ne l'ai pas regardé alors. J'ai juste embrassé le sommet de sa tête et j'ai fait son sac à dos. Cette semaine-là, ma famille a commencé à appeler davantage. Non pas pour demander comment j'allais, mais pour planifier la fête prénuptiale de Molina, pour demander si je pouvais préparer quelque chose pour la table des desserts, et oui, Ivy a de nouveau évoqué le pré-toto. Ils ont commencé à se présenter à ma porte sans prévenir, tout sourire, comme si de rien n'était. J'ai alors réalisé que ma maladie ne les avait pas attirés vers moi, elle m'avait seulement rendue plus gênante. Et à la seconde où ils ont vu une opportunité, ils ont essayé de me faire reprendre le rôle que j'avais toujours joué, celle qui arrange les choses. Mais quelque chose avait changé cette fois. Je n'allais pas jouer le jeu. Après cet appel avec Ivy, quelque chose s'est brisé en moi. Mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Ce n'était plus de la tristesse. Ce n'était pas de la déception. C'était une sorte de clarté aiguë, comme se réveiller d'un long sommeil et réaliser que la maison est en feu. J'avais passé des années à être le plan d'urgence de la famille, l'aide, celle qui répare, celle qui comblait le silence, trouvait des excuses, portait des fardeaux qui n'étaient jamais les miens. Mais le cancer ne vous laisse pas la place de porter les désordres des autres. Soit vous protégez votre énergie, soit vous la perdez. Cette semaine-là, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fait une liste différente. Pas pour les courses, pas pour les rendez-vous chez le médecin. Celle-ci était pour les limites. Des vrais. J'ai écrit le nom de chaque personne dans ma vie et ce que je tolérerais et ne tolérerais plus à l'avenir. J'ai souligné le nom d'Ivy. Puis j'ai tracé une ligne rouge à côté des mots, pas de cautionnement. Ce n'était pas seulement pour la voiture, c'était pour tout. Lucas était assis en face de moi, mangeant des raisins et me regardant écrire. Il a demandé, « Tu fais tes devoirs, maman ?» J'ai souri. Un peu. J'apprends à prendre soin de moi. Plus tard dans la nuit, je suis allé dans sa chambre pour le border. Il m'a regardé, sa voix douce, « Ta maladie va te faire mourir ?» Je me suis figé. J'avais répété comment je pourrais répondre à cette question dans ma tête, mais rien ne vous prépare à cela dans la vraie vie. Je me suis agenouillé à côté de son lit et j'ai dit, « Je vais faire tout ce que je peux pour aller mieux. C'est pourquoi je prends tous les médicaments, même s'ils me rendent malade. » Il a hoché la tête et a remonté sa couverture jusqu'à son menton. « D'accord. Je veux juste que tu restes. » Je l'ai embrassé sur le front. « Je ne vais nulle part, bébé. » Cette conversation a tout changé. Non pas parce que j'avais peur de mourir, j'avais déjà affronté cette peur à la clinique. Ce qui me faisait plus peur, c'était l'idée de laisser mon fils dans un monde où des gens comme ma famille étaient les voix les plus fortes dans la pièce. Je devais lui montrer à quoi ressemblait le fait de tracer une ligne et de se tenir du bon côté. J'ai appelé ma thérapeute le lendemain et j'ai demandé à avancer ma prochaine séance. Nous avons parlé de culpabilité, de la façon dont les femmes, en particulier les mères, en particulier les filles, apprennent que l'amour ressemble à de l'endurance, que nous sommes censés continuer à donner même lorsque cela nous vide. Elle a dit, « Vous avez le droit de changer les règles lorsque les anciennes ont été écrites sans votre consentement. » Cela m'a marqué. La prochaine fois qu'Ivy a appelé, je n'ai pas décroché. Quand maman m'a envoyé un texto pour me rappeler la fête prénuptiale de Molina, je n'ai pas répondu. Je n'étais pas en colère. J'étais épuisé et je n'avais plus rien à donner à des gens qui ne pouvaient pas se présenter pour moi de la plus petite des manières. Au lieu de cela, je me suis tourné vers l'intérieur. J'ai commencé à assister à un groupe de soutien contre le cancer à l'hôpital le jeudi. J'ai laissé ma voisine, une enseignante à la retraite nommée Madame Watts, emmener Lucas à l'école les jours difficiles de chimio. J'ai accepté les repas des collègues qui les proposaient au lieu de balayer cela d'un « je vais bien ». Laisser les gens m'aider, c'était comme apprendre une nouvelle langue, mais c'était honnête. Puis est venu le jour où la famille s'est présentée à ma porte. C'était samedi. Je portais un sweat à capuche trop grand et je n'avais pas bien dormi. La sonnette a retenti et ils étaient là, maman, papa, Ivy, souriant comme s'il apportait de bonnes nouvelles. On s'est dit qu'on passerait te voir, a dit maman, tenant un plateau de fruits achetés en magasin. Ivy est entrée comme si elle était chez elle. Aussi, j'ai reparlé au concessionnaire, ils ont dit que le garant doit juste avoir un revenu stable, donc ça devrait aller si tu travailles toujours. Elle a dit ça comme si nous discutions des plans du week-end. Comme si je n'avais pas été malade. Comme si mes cheveux n'étaient pas partis. Comme si mon fils ne m'avait pas vu vomir tous les matins pendant un mois. Je n'ai pas dit un mot. Au lieu de cela, je me suis tourné vers Lucas et j'ai dit, « Mon cœur,
peux-tu m'apporter le papier que maman t'a donné la semaine dernière? Il a couru vers son sac à dos et est revenu avec une enveloppe pliée. Il l'a tendue à ma mère. Elle a dit de te donner ça si quelqu'un demandait de l'argent. La pièce est devenue silencieuse alors que ma mère ouvrait le mot. J'ai regardé leurs yeux parcourir les mots. Leurs sourires ont disparu. Pour la première fois, je n'avais pas peur du silence. Les doigts de ma mère tremblaient légèrement alors qu'elle dépliait le papier que Lucas lui avait tendu. Ivy se pencha pour regarder. Mon père se tenait derrière eux, silencieux comme d'habitude, mais même lui arrêta de prétendre que c'était une visite décontractée. La pièce, il y a quelques instants remplie de bavardages et de sourires gênés, était devenue complètement immobile. Le mot était court, imprimé proprement sur une demi-feuille de papier du bureau de mon oncologue. Il disait, Zara Miles suit actuellement un traitement de chimiothérapie actif. En raison de la fatigue physique et émotionnelle, elle ne s'engagera dans aucun accord financier, y compris le cautionnement, le prêt ou la contribution à des dépenses familiales non essentielles. Veuillez respecter sa convalescence et ne pas lui imposer de stress supplémentaire. Il était signé par mon médecin et comprenait son cachet officiel. J'ai regardé leur visage. La mâchoire de ma mère se serra alors qu'elle repliait le papier avec des mouvements soigneux et délibérés. Elle n'a pas dit merci. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle s'est juste tournée vers moi et a dit, « Tu n'avais pas besoin d'impliquer Lucas là-dedans. » C'est un peu dramatique, tu ne trouves pas? C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer qu'elle changerait un jour. J'ai rencontré ses yeux et j'ai dit, « J'ai impliqué Lucas parce qu'il est le seul dans cette famille qui m'a réellement vu me battre pour ma vie. Il a gagné le droit de dire la vérité quand aucun de vous ne le fera. » Mon père a changé de poids, a baissé les yeux vers le sol et n'a rien dit. Ivy a ricané. Ce n'est pas si grave. J'avais juste besoin d'aide pour avoir une voiture. Tu agis comme si on te demandait un rein. Je me suis avancé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je me bats seul contre le cancer. Je suis allé à chaque traitement sans que personne de cette famille ne soit assis à côté de moi. J'ai vomi dans les toilettes de l'hôpital et j'ai quand même réussi à rentrer à temps pour aller chercher mon fils. J'ai payé chaque facture tout en perdant mes cheveux, ma force et des parties de moi-même que vous ne comprendrez jamais. Et la première fois que l'un de vous se présente, ce n'est pas pour aider, c'est pour demander quelque chose. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je ne la laissai pas faire. J'ai tout donné pour cette famille. J'ai co-signé le premier bail d'Ivy. J'ai payé la caution quand tu as cassé ton téléphone. J'ai quitté le travail pour aller chercher oncle Neil à la dialyse. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Mais quand j'ai eu besoin de vous, vous avez disparu. Ma mère est intervenue, sa voix plus froide maintenant. Nous n'avons pas disparu. Nous avons juste supposé que tu nous le dirais si ça devenait si grave. C'est devenu si grave. Et je vous l'ai dit. Vous avez juste choisi de ne pas m'entendre. Je me suis tourné vers Lucas, qui se tenait dans le couloir, écoutant. Je l'ai appelé et j'ai posé ma main sur son dos. C'est lui que je protège maintenant. Pas vos sentiments, pas votre image. Lui. Il m'a regardé, confus mais calme. Il ne connaissait pas tous les détails, mais il comprenait assez. Il avait senti la tension dans mes os. Il m'avait vu perdre du poids, du sommeil et de l'énergie. Et il n'avait jamais rien demandé, sauf la vérité. J'ai regardé à nouveau ma famille. Vous n'avez pas le droit de demander des morceaux de moi quand vous refusez d'être là pour le tout. Je ne suis plus le plan de secours. Je ne suis plus celle qui répare. Je ne suis plus celle sur qui vous vous appuyez quand c'est pratique. Le silence pesait lourdement entre nous. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Finalement, ma mère posa le plateau de fruits sur le comptoir, comme si cela avait de l'importance. Eh bien, je suppose que nous allons partir alors. Elle se tourna et sortit. Mon père la suivit. Ivy ne dit pas au revoir. Elle regarda en arrière une fois, comme si elle allait dire quelque chose, puis roula des yeux et partit. Quand la porte se referma derrière eux, je l'ai verrouillée. Non pas par colère, mais par clarté. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'être quelqu'un qu'il traiterait avec amour. Mais l'amour ne devrait pas se gagner comme un salaire. L'amour devrait se manifester quand vous êtes trop faible pour le demander. Je me suis agenouillé à côté de Lucas et je l'ai serré fort dans mes bras. Tu as été formidable, mon cœur. Merci de leur avoir donné le mot. Il a souri. Est-ce que ça a marché? J'ai hoché la tête.
oui, vraiment. Ce soir-là, nous avons mangé du fromage grillé et regardé son documentaire préféré sur l'espace sur le canapé. Je l'ai laissé veiller après l'heure du coucher, et quand il s'est endormi la tête sur mes genoux, je ne me sentais pas triste. Je me sentais libre. La semaine après qu'il soit sorti de mon appartement, je n'ai eu de nouvelles de personne dans ma famille. Pas d'appel de suivi, pas de SMS, pas de visite surprise. Et pour la première fois, leur silence ressemblait à de la paix. Il n'y avait plus de faux semblants, plus besoin de me préparer pour la prochaine faveur enveloppée de fausses sollicitudes. Je n'orbitais plus autour d'une famille qui ne me reconnaissait que lorsque j'étais utile. Je me tenais immobile dans mon propre espace, entouré des personnes qui me voyaient vraiment. Lucas et moi nous sommes installés dans un nouveau rythme. Les jours de chimio, je me reposais pendant qu'il s'asseyait à côté de moi avec ses livres de coloriage. Il aimait raconter ce qu'il dessinait, un vaisseau spatial, un guépard, parfois un super-héros qui me ressemblait étrangement. Celui-ci se bat avec la lumière, m'a-t-il dit une fois. Elle peut faire fondre les mauvaises choses juste en les touchant. Il y avait de la guérison là-dedans, pas seulement de la maladie, mais des années de blessures invisibles que j'avais ignorées. J'ai commencé à laisser entrer les gens. Pas ceux qui partageaient mon nom de famille, mais ceux qui s'étaient présentés sans qu'on ait besoin de leur demander. Ma collègue Renée a commencé à apporter à Lucas de petites collations quand elle savait que j'avais de longues journées de traitement. Madame Watts, ma voisine, a commencé à s'asseoir avec moi pendant les perfusions, tricotant tranquillement, me rappelant que je n'avais pas à être forte tout le temps. J'avais l'habitude de penser que la famille était définie par l'histoire, que partager un lien de sang signifiait partager un lien. Mais le cancer m'a appris quelque chose de différent. La famille, ce n'est pas à qui vous êtes apparenté, c'est qui se tient à vos côtés quand le sol s'effondre. C'est qui vous tient la main quand il ne reste plus rien à donner. C'est qui vous voit au plus bas et ne bronche pas. Ma mère envoie toujours des photos d'événements familiaux. Ivy publie des photos de groupes souriantes sur les réseaux sociaux. Je ne réagis pas. Je ne m'engage pas. Non pas parce que je suis amère, mais parce que j'ai fini de demander une place dans une histoire dont je n'ai jamais vraiment fait partie. Il y a encore des jours difficiles. Mon corps ne récupère plus comme avant. Certains matins, je me réveille et il me faut tout pour me lever, me brosser les dents et faire semblant de me sentir normal. Mais même dans la lutte, il y a un sentiment de force que je n'avais pas auparavant. Pas le genre qui se construit sur l'endurance, mais le genre qui grandit à partir de la clarté. Je sais ce que je permettrai et ne permettrai pas. Je sais sur qui je peux compter. Et je sais que survivre signifie plus que simplement rester en vie. Cela signifie se choisir soi-même, même quand c'est inconfortable, même quand cela vous coûte des relations que vous pensiez autrefois permanentes. Lucas est devenu mon miroir. Il observe tout, comment je parle, comment je fixe des limites, comment je protège ma paix. Il m'a demandé une fois pourquoi je ne voyais plus grand-mère ou tante Ivy. Et je lui ai dit la vérité, d'une manière qu'il pouvait comprendre. Parfois, les gens t'aiment d'une manière qui fait mal. Et quand cela arrive, c'est normal de s'éloigner pour pouvoir guérir. Il a hoché la tête, puis a demandé si nous pouvions aller au parc. C'est ce que font les enfants, ils absorbent la vérité et continuent d'avancer. Un après-midi, après un rendez-vous de suivi où j'ai appris que mes scanners étaient clairs, j'ai emmené Lucas manger une glace. Nous nous sommes assis sur un banc sous le soleil de fin d'été, regardant les gens passer. Il s'est appuyé contre moi, collant et souriant, et a dit « Je t'aime mieux maintenant ». J'ai ri. Que veux-tu dire? Tu n'as plus l'air fatigué. J'ai senti les larmes monter mais ne les ai pas laissées couler. Il avait raison. Je ne me sentais plus fatigué, pas de la manière dont j'avais l'habitude. Je me sentais légère, éveillée. Ce n'était pas seulement la fin d'une bataille contre le cancer, c'était le début de quelque chose d'autre. Une vie où je ne suis plus petite dans ma propre histoire, où ma valeur n'est pas mesurée par ce que je donne aux autres, mais par la façon dont je protège ce que j'ai construit pour moi-même et mon fils. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti comme la personne fiable, celle qui est toujours forte, toujours disponible, je veux que vous entendiez ceci, vous avez le droit de tracer une ligne. Vous avez le droit de choisir la paix. Vous ne devez l'accès à votre vie à personne simplement parce qu'il partage votre ADN. Guérir, ce n'est pas seulement aller mieux. Parfois, c'est s'éloigner. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter d'ouvrir la porte. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose que vous essayez encore de guérir, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul.
La force ne signifie pas le silence, et s'éloigner de ce qui vous brise n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, veuillez aimer la vidéo afin qu'elle atteigne d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle qu'il est normal de choisir la paix plutôt que l'obligation. J'aimerais connaître vos pensées. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous voulez simplement partager votre propre tournant, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tout le monde. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer ce qui va suivre. Cet espace est pour nous tous qui avons traversé les batailles silencieuses. Vous êtes les bienvenus ici. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Vous comptez.